Je m'appelle Malik Granté, pendant 11 ans, j'ai cru en une histoire écrite pour deux. Karen et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 25 ans, tout juste sorti de l'armée de l'air, essayant de me construire une nouvelle vie, une installation haute tension à la fois. Elle étudiait l'histoire de l'art, le regard vif et intrépide, comme si elle pouvait créer des musées entiers avec le juste mélange de passion et de peinture. J'ai d'abord ressenti de la compassion pour son rire, clair et spontané, et pour la façon dont ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'elle parlait de ce qu'elle aimait. Lorsque notre fille Isla est arrivée 14 ans plus tard, la plaisanterie est vite devenue que notre foyer fonctionnait grâce à trois choses, l'électricité, l'art et une attitude adolescente. Et on a réussi à équilibrer le tout. Du moins, je le croyais, jusqu'au matin où Sean a appelé. J'étais en train de dépanner un transformateur grillé au complexe industriel de Westfield depuis 15 minutes lorsque mon téléphone a vibré dans ma poche arrière. J'ai jeté un coup d'œil à Sean. Nous avions servi dans le même quartier de garde après mon emménagement dans le quartier. Il n'appelait jamais au lever du soleil, sauf en cas de problème. « Il faut que tu rentres », dit-il sans préambule. Sa voix était tendue, sèche. Le genre de ton qu'on adopte quand on sait qu'on va annoncer une mauvaise nouvelle. « Il y a un camion de déménagement chez toi », dit-il un instant plus tard. « Et ta femme supervise ?» Ma poitrine se glaça avant que mes poings ne se serrent. « Un camion de déménagement ?» Mon bloc-notes Karine à la main, je chargeais les meubles d'un inconnu dans un camion de déménagement comme s'il lui appartenait. Mon instinct me criait l'impossible, mais je fourrai la clé à molette dans ma ceinture à outils, ôtai mes gants et courus vers mon pick-up. Le rugissement du moteur était la bande sonore de mon anxiété tandis que je dévalais l'autoroute à toute vitesse, les pneus effleurant les lignes de goudron. Mes pensées se bousculaient. M'avait-elle quitté? Savait-elle? Devais-je appeler Isla? Mais je continuais de rouler, désespéré d'arriver de mes propres yeux avant que mon imagination n'évoque pire, dans notre rue. Le trottoir bien rangé qui abritait autrefois mon camion était occupé par un camion-caisse blanc ouvrant ses portes arrière. J'ai coupé le moteur et me suis jeté dehors, le cœur battant la chamade. Je l'ai vu debout dans l'allée, le presse-papier pressé contre sa poitrine, les lèvres pincées en un froncement de sourcils patient, tandis qu'un homme aboyait des ordres d'une voix que je ne reconnaissais pas. Caisse après caisse, cadre après cadre, pied de table après pied de table, ils ont chargé notre vie dans cette soute caverneuse. Mon regard s'est focalisé sur elle. Karen, la femme qui avait juré pour toujours, riait poliment aux plaisanteries de cet homme. Quand son regard s'est posé sur moi, il s'est arrêté au milieu d'une phrase. Je pouvais voir la stupeur s'embraser dans ses yeux, comme s'il hésitait entre continuer à charger ou se préparer. Je les ai atteints avant de réaliser que j'avais traversé la pelouse. Ma main a jailli avant que mon esprit ne puisse comprendre. Mon poing a heurté sa mâchoire en un seul arc sauvage, un poing guidé par 11 années d'incrédulité et de trahison. Il tituba en arrière, les yeux révulsés. Et l'espace d'un instant, tout se figea. Les cartons, le camion, même le presse-papier de Curin suspendu en l'air. Puis il trébucha contre une pile de caisses d'emballage qui s'écrasèrent comme des dominos. Il heurta le trottoir avec un grognement étouffé. Karine Altae, pour la première fois, je vis la peur vaciller derrière son sang-froid. « Malik », dit-elle d'une voix tremblante. « Arrête. » Mais mon monde s'était fracturé. Les coutures de notre histoire s'étaient déchirées. Je n'avais pas de mots. Je n'avais pas de questions. Il ne me restait que l'adrénaline et le chagrin qui coulaient dans mes veines. Je me tenais au-dessus de cet homme, Lucas Cross. J'apprendrai plus tard que ma seule présence allait le briser encore plus. Je me souviens de son nom parce que c'est la première vérité qui a éclaté une fois la poussière retombée. Lucas Cross, le petit ami de Curin à l'université. Celui qui s'était enfui. Apparemment, il était de retour chez lui, aux commandes de la vie que j'avais construite. J'ai aidé Lucas à se relever, à moitié sous le choc de sa réalité, à moitié avec l'envie de le frapper à nouveau pour chaque seconde passée avec ma femme. Karen s'est avancée, époussetant la poussière invisible de son chemisier, ses doigts tremblants autour du presse-papier comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. L'équipe de déménagement semblait gênée, hésitante entre continuer à travailler ou s'enfuir. « Voici Lucas », a-t-elle annoncé d'une voix raide mais plus forte que prévu. « C'est mon petit ami. » Ces mots m'ont frappé comme une commotion cérébrale. Petit ami, pas invité, pas ami, petit ami. Elle me l'a présenté comme si nous étions au mieux des étrangers, au pire des ennemis. Mon pouls s'est accéléré. 11 ans de mariage, 14 ans de paternité, des prêts immobiliers,
des anniversaires, des dîners de famille, des conversations nocturnes, réduit à un simple spectateur de ma propre vie. L'ironie de la situation me faisait mal à la poitrine. J'avais déchiré ma chemise sur des panneaux ouverts pour éclairer cette maison. Je l'avais bercé malgré les fièvres, les nuits blanches, les échéances. J'avais tenu la main d'Eslao lors de son premier récital à l'école, lui apprenant que la famille était un cercle indéfectible. Et elle me repoussait d'un haussement d'épaule. J'avais envie de crier, de supplier, de tout faire pour sauver le récit de la clôture blanche que nous nous étions forgés. Mais la dure vérité était indéniable. Je n'étais plus son mari. J'étais un obstacle dans son conte de fées. La police est arrivée juste au moment où le soleil matinal s'élevait, des lumières bleues clignotant sur l'asphalte. Je n'ai pas résisté. J'ai laissé les policiers me menotter, le froid de l'acier me rappelant que j'avais encore le choix, même maintenant. J'ai regardé Karen leur parler, les sourcils arqués dans un air de victime expérimentée. Il a attaqué mon ami, a-t-elle dit. Je l'ai appelé seulement parce que je savais qu'il allait craquer. La tête m'a tourné. Ami, c'était son mot. Dans son univers. J'étais passé du statut de mari à celui d'étranger, d'allié à celui de menace. Les mêmes mains qui autrefois tenaient les miennes pour me réconforter, pendaient maintenant mollement à mes côtés. Tandis qu'il m'emmenait, je jetais un coup d'œil à notre maison. Nos cartons de vie disparaissaient dans le camion de Lucas, tels des souvenirs embarqués dans un exil vers des contrées inconnues. J'avais un goût de bile et de regret, mais sous tout cela se cachait une étincelle de détermination. Je ne pratiquais des échelles sur son clavier. Il y a 6 mois, cela semblait impossible. Une famille fracturée, des batailles juridiques, un spin nocturne et des limbes bureaucratiques. Maintenant, le rythme de notre vie était naturel. Projet scolaire, dîner jalof de week-end avec Enya, chat au coucher qui s'étendait sur des histoires partagées. J'ai inspiré profondément, reconnaissant pour la normale que nous avions reconstruite. Plus tard dans la journée, alors que je passais en revue les schémas de câblage au bureau latéral, mon téléphone a bourdonné d'une notification policière. Lucas Cross avait été arrêté pour violation d'une ordonnance d'interdiction. Ma poitrine s'est resserrée. Un éclair de justification se mêlait de pitié. Il s'était montré chez Curin, le cousin de Curin, exigeant qu'elle change d'avis. Quand elle a appelé les flics, Lucas a refusé de partir. Son rapport d'arrestation a indiqué des accusations de harcèlement et d'intrusion. J'ai écouté les détails, en définissant ma mâchoire. La justice, je me suis rappelé, n'était pas une vengeance. C'était l'application des limites. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé Karen à la porte, les yeux rouges mécomposés. Elle tenait une enveloppe froissée. Ils ont trouvé le téléphone de Lucas dans les buissons par ma voiture. Elle a dit qu'il était en détention. Je pouvais voir la peur dans sa voix. Les restes de la femme qui sont tombés pour la première fois pour son charme téméraire, maintenant brisé par cela. Elle m'a remis une note du détective. Il a essayé de vous appeler aussi. Mon doigt a tracé les mots imprimés. Le fantasme de Lucas de la récupérer s'est retourné contre les conséquences juridiques. À l'intérieur, j'ai placé l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Isla est apparue derrière moi et a regardé la lettre de police. Je me suis accroupi à côté d'elle et j'ai serré sa main. Il ne peut plus nous blesser. J'ai promis. Elle hocha la tête, un soulagement adoucissant son visage. Ce soir-là, Karen a appelé pour confirmer qu'elle avait signé les derniers articles, la démission de l'entreprise conjointe, le retrait officiel de toute réclamation à notre passé. Sa voix était silencieuse. Merci d'avoir gardé Isla en sécurité, a-t-elle dit. J'ai répondu, nous l'aimons tous les deux. Gardons ainsi cela. Quelques semaines plus tard, dans le récital scolaire d'Isla, j'ai repéré son devant de la scène, la confiance brillante que n'importe quel projecteur. Nia a salué le premier rang, et j'ai senti de la chaleur inonder ma poitrine. Les années à venir tiendraient des rebondissements que je ne pouvais pas prédire, mais les tempêtes météorologiques des mauvaises herbes auparavant. Au fur et à mesure que la note finale retentit, je me tenais avec applaudissement. Le sourire d'Isla correspond au crescendo. À ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas eu besoin de vengeance ou de grands gestes. Ce qu'ils n'ont jamais vu venir, c'est notre triomphe silencieux. Deux cœurs guéris et se forgeant, plus forts ensemble que séparés. Serait pas effacé. Je n'accepterai pas cette réécriture bon marché de mon histoire. Ils pouvaient démanteler ma maison. Ils pouvaient me chasser de mon mariage,
mais il ne pourrait jamais me dépouiller de l'homme que j'étais, du père que j'avais été, du mari que j'avais essayé d'être. Je me suis alors juré que cette faille dans le conte de fées deviendrait une faille qu'il regretterait. Je me relèverai de ces décombres et reconstruirai quelque chose de plus solide, car les contes de fées se fissurent, mais ils ne doivent pas forcément finir en ruine. Et ce n'était que le prologue de ce qui allait suivre. Lucas Cross se tenait dans mon allée, tel un conquérant contemplant un trophée qui n'était pas le sien. Je l'ai reconnu instantanément grâce à la photo délavée que Karen gardait cachée derrière sa lampe de chevet. Un sourire qui n'appartenait qu'à moi, il y a 11 ans. C'était le garçon qu'elle griffonnait dans les marges de ses cahiers. La voix dans sa tête quand j'étais en mission. Maintenant, il portait cette place sur sa poitrine comme une armure, guidant les déménageurs tandis qu'il chargeait ma table à manger, mon bureau, la commode de notre fille. L'air matinal était léger, chargé de l'électricité de la trahison, et je me demandais comment une seule personne pouvait bouleverser une vie à ce point. Content de te revoir, Malik. Son ton était décontracté, presque amical, mais je percevais de l'acier sous sa civilité. Il s'inclina à moitié, le genre de geste qu'on réserve à quelqu'un qu'on respecte ou qu'on croit avoir surpassé. Ma main flottait à mes côtés, les restes du coup de poing que j'avais asséné me picotant encore les articulations. Il était censé être un souvenir, une note de bas de page dans notre histoire commune, pas l'homme dans mon allée supervisant le démontage de ma maison. Karine s'avança, son bloc-notes pressé contre sa hanche comme un signe d'autorité. « Malik, voici Lucas, dit-elle, les yeux rivés sur les miens. C'est mon petit ami. » Ces mots me frappèrent comme un train de marchandises. Petit ami. Le mot résonna dans mon esprit, rebondissant avec la force d'une trahison que j'avais encore du mal à saisir. Elle prononça son nom avec une intimité que je n'avais jamais entendue dans sa voix, comme si elle dévoilait au monde un secret chéri depuis longtemps. Je l'observais à travers mes paupières fendues, m'attendant presque à ce qu'elle cligne des yeux pour se reprendre et prendre conscience de la cruauté de ses syllabes. Mais elle ne le fit pas. Elle se contenta d'un sourire poli à Lucas, puis se détourna et tapota son épingle contre le presse-papier, faisant signe à l'équipe de continuer. Je déglutis difficilement, espérant que mon pouls se stabilise. J'avais construit cette vie de toutes pièces. La maison, les factures, les promesses, la fille qui fixait tout ce qu'elle rencontrait avec des yeux écarquillés. J'avais cru à notre histoire. Les conversations nocturnes, les road trips, les berceuses et les consolations pour les genoux écorchés. Et voilà que tout cela était emballé dans des cartons par des inconnus au visage impassible. J'ai ressenti le besoin de tout remettre en place, de ramasser nos vies et de les emporter là où personne ne pourrait les toucher. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à avancer, mes bottes crissant sur le gravier, jusqu'à être à portée de main de Lucas. Son regard a croisé le mien, inébranlable. Il était de la même taille, peut-être un poil plus grand. Il avait le même sourire facile et la même assurance insouciante que j'avais autrefois méprisée en lui. « Pourquoi fais-tu ça » ai-je demandé d'une voix rauque, la question posée dans un souffle rauque. « Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ?» Lucas a déplacé son poids, mais n'a pas rompu le contact visuel. « On a essayé la voie du silence » a-t-il dit. « Tu sais comme elle peut être têtue. Certains chapitres méritent une réécriture radicale. » Mon cuir chevelu me hérissa. L'arrogance de cette attitude, de choisir le destin de notre famille avec la panache d'un romancier qui déforme l'intrigue, était plus exaspérante que sa présence. « Ce n'est pas un livre de contes » ai-je dit. « On ne peut pas tourner la page comme ça. » Il a gloussé d'un petit rire qui m'a désavantagé. « Apparemment, oui. Curin est content. Isla est encore plus heureuse. » Il jeta un coup d'œil au déménageur qui faisait glisser notre table basse sur la rampe. Elle fit un choix. Le regard de Curin se porta sur moi, puis sur Lucas. Je lus du regret au coin de ses yeux, mais il était enfoui sous quelque chose de plus froid. De la certitude, peut-être. « Tu as déjà fait le tien, dit-elle. » Sa voix était ferme, inflexible. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je sentis mes genoux trembler sous moi. Une griffe perdue me serrait la poitrine comme un animal sauvage. « Tu vends sa maison, dis-je d'une voix brisée. Tu prends la chambre de notre fille, nos portraits de famille. » Elle leva la main. « Notre divorce est presque prononcé. Malik, tu auras ta part. » Ces mots étaient comme un scalpel. Précis et indolore, seulement jusqu'à ce que tu réalises que le mal est fait. Isla apparut dans l'embrasure de la porte.
Puis son sac à dos était suspendu de manière inégale sur une épaule. Ses cheveux devaient provenir des cours de la journée. Elle se figea en me voyant dans l'allée, et je vis la confusion et la peur se lire sur son visage. Karen se tourna vers elle. « Isla, ma chérie, viens rencontrer Lucas. » Mon estomac se souleva. Elle s'avança en traînant les pieds, les yeux baissés, mais leva les yeux vers moi, scrutant. J'ouvris la bouche, mais les mots restèrent gravés. Je levai la main dans un geste silencieux. « Je suis là. Je t'aime. » Mais je savais que ce n'était pas suffisant pour maintenir l'équilibre d'une adolescente alors que le bonheur éternel version de sa mère s'écroulait autour de nous. Lucas s'agenouilla pour accueillir Islao, de sa taille. « Salut, Isla, dit-il d'une voix douce. Je suis Lucas. Ta mère m'a tellement parlé de toi. » Elle hocha la tête, les yeux écarquillés. « Salut. » Sa voix était faible mais polie. Elle croisa les bras, comme le font les enfants quand ils ne savent pas quoi ressentir. Et là, ce fut l'instant qui solidifia tout. Elle nous regarda tous les deux et, sans hésitation, s'avança vers Lucas, comme si elle choisissait un nouveau protagoniste pour sa vie. Mon cœur battait fort. Ce lien avait toujours semblé indestructible. Mais à cet instant, j'en vis les failles. Elle n'avait pas peur de moi. Elle acceptait simplement ce que sa mère lui avait vendu comme le prochain chapitre. J'avalai la douleur et me redressai. « Isla, dis-je doucement. Tu n'es pas obligé de rester dehors si tu as faim ou froid. On peut aller se chercher un chocolat chaud, comme on en a parlé. » Elle hésita, son regard se reportant sur Karen, les lèvres de sa mère esquissant un sourire entendu. Ma poitrine se serra. « Vas-y, dis. » Curant d'une voix presque trop douce. « Amuse-toi bien », me lança Ella en me jetant un coup d'œil, puis à Lucas. Ma gorge s'assécha. Je réduisis la distance qui nous séparait et m'agenouillai devant elle. « Je ne suis pas ton ennemi, ma puce, dis-je. Je suis ton père. Je suis toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle me regarda, lut quelque chose sur mon visage. La douleur, l'amour, la détermination. Puis elle se détourna, passa devant Lucas et glissa sa main dans la mienne. La chaleur de sa petite paume contre la mienne était comme une encre dans la tempête. Lucas resta là à observer, l'expression indéchiffrable. Le visage de Curin s'adoucit un instant, une lueur de regret traversant ses traits avant qu'elle ne se ferme. Je serrai doucement la main d'Islao. Sa prise se resserra en réponse. « Allons-y, murmurai-je. » Elle j'ai hoché la tête, et ensemble, nous nous sommes éloignés du camion, des cartons, de la vie que nous partagions autrefois. Les déménageurs se sont arrêtés un instant, puis ont repris le chargement, indifférents à la révolte silencieuse qui venait d'éclater. Karen nous regardait partir, les lèvres pincées comme si elle effaçait notre chapitre d'un regard noir. Arrivé au bout de l'allée, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Lucas a croisé mon regard un instant, puis a détourné le regard. J'ai senti une tension se former dans ma poitrine. Une détermination farouche mêlée à la douleur de la trahison. Je me battrai pour que chaque recoin de notre histoire vaille la peine d'être sauvé. Cet après-midi-là, alors qu'Isla et moi disparaissions au coin de la rue, j'ai compris que notre conte de fées s'était brisé. Mais dans ces fragments résidait la possibilité de quelque chose de plus fort, de réel. Et je ferai tout ce qu'il faudrait pour réécrire le récit à ma façon, un mot honnête à la fois. Quand Isla a franchi la porte d'entrée cet après-midi-là, son sac à dos glissant d'une épaule, j'ai senti un léger changement d'air entre nous. À cet instant, elle était à la fois l'enfant que j'avais élevé et une étrangère prise dans quelqu'un. L'histoire d'une autre personne. J'ai refermé doucement la porte derrière elle et me suis retourné, m'efforçant de garder une voix posée. « Dis donc, ma petite, comment c'était l'école ?» Elle m'a fait un petit signe de tête. Je revoyais le nouvel agencement de mon appartement. Des murs nus, un fauteuil solitaire, une bibliothèque à moitié assemblée qui attendait notre projet du week-end. Elle a laissé tomber son sac près du canapé et a retiré sa veste d'un haussement d'épaule, la pliant soigneusement. La routine, je me suis dit que peut-être la routine pourrait être notre bouée de sauvetage. J'ai fait un geste vers la cuisine. Je prépare une soupe au fromage grillé et à la tomate. Ton préféré. Les mots me semblaient creux quand je les ai prononcés, comme un scénario que j'avais répété 1000 fois dans ma tête. Mais elle n'a pas répondu, s'est contentée de passer devant moi jusqu'au réfrigérateur, l'a ouvert et a examiné les étagères comme si elle cherchait une preuve de ma sincérité.
J'ai attendu, le cœur battant. Au bout d'un moment, elle a tendu la main par-dessus une boîte d'œufs et en a sorti une bouteille d'eau. Toujours pas un mot. Elle l'a tenue entre ses doigts fins et m'a regardé. Papa, il faut qu'on parle, dit-elle d'une voix basse et posée. Pas la note de surprise ou de peur que j'attendais, mais une certitude sereine qui me glaça. J'acquiesçai et la conduisis au salon. Elle se percha au bord du fauteuil, les mains jointes autour de la bouteille d'eau, tandis que je m'asseyais sur le canapé en face d'elle. Nos positions semblaient formelles, comme des invités à une médiation plutôt que comme un père et sa fille. Je déglutis. D'accord. Elle prit une inspiration, les yeux fixés au sol. L'espace d'une seconde, je crus qu'elle allait se détourner, puis elle leva les yeux pour croiser les miens. C'est vrai, demanda-t-elle. Sa voix tremblait presque imperceptiblement, mais la question était claire. Maman déménage. Elle est avec Lucas. Ma poitrine se serra. Comment expliquer à une adolescente de 14 ans que les fondations en lesquelles on croyait ont été arrachées sous ses pieds? J'envisageais d'édulcorer la situation, de lui dire que les adultes s'éloignent parfois, qu'elle n'était pas responsable, que tout irait bien. Mais Isla méritait la vérité. Je me penchai en avant. Ta mère et moi étions séparés. Elle m'a dit qu'elle aimait Lucas maintenant. Elle cligna des yeux, l'air indéchiffrable. C'est le petit ami de fac de ton ami, dit-elle d'une voix cassante. Ce type, acquiesçai-je. La dureté de son ton réveilla quelque chose en moi. Elle attrapa un coussin et le serra contre sa poitrine. Tu plaisantes, murmura-t-elle. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux. Tu te moques de moi. Je tendis la main et lui touchai le bras. Doucement. Je ne plaisanterai pas avec ça, ma chérie. L'étiquette me semblait trop petite, mais je me suis forcé. Je sais que c'est déroutant. Je sais que tu l'aimes. Son regard se porta vers la fenêtre où la lumière de l'après-midi se fragmentait en motifs sur le parquet. Elle laissa la bouteille s'écraser sur le parquet et croisa les bras. Je ne l'aime pas, dit-elle d'une voix plus forte. Elle aime Lucas. Je ne sais même pas contre qui je suis censé rester en colère. Toi, lui. Elle secoua la tête, ses cheveux effleurant ses joues. C'était comme si elle avait appuyé sur un bouton et que, soudain, notre vie était devenue un cas d'école de mauvaises décisions. La colère monta en moi. Colère contre Karen qui jouait avec le monde de notre fille. Colère contre Lucas qui débarquait comme s'il nous possédait, et colère contre moi-même de ne pas l'avoir vu plus tôt. Je me mordis la lèvre. Je suis désolé, Isla, dis-je. J'aurais aimé pouvoir arrêter ça. Sa tête se tourna brusquement vers moi, les yeux brillants. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, demanda-t-elle. Tu es censé être mon père. Tu es censé me protéger. Ces mots me transpercèrent le cœur. J'essayai. J'ai murmuré. Je rentrai à la maison. J'arrêtai. Les bagarres dans l'allée, la police, le tribunal. Rien de tout cela n'avait d'importance si je ne l'avais toujours pas contacté. J'aurais dû te croire plus tôt. J'avouai. J'aurais dû parler à maman avant de laisser les choses aller aussi loin. Sa poitrine se souleva. Elle se leva brusquement et arpenta le petit salon. Vous êtes tous les deux idiots, a-t-elle lancé. Et j'ai grimacé devant sa cruauté. Mais au fond, j'ai entendu sa douleur. Elle croit avoir trouvé l'âme sœur, et toi, tu crois pouvoir faire disparaître tes problèmes d'un coup de poing. Aucun de vous ne se soucie de ce que ça me fait. Elle s'est affalée dans son fauteuil, le visage dans les mains. Ma mère me manque. Mon père me manque. Notre stupide vie normale me manque. Je me suis levé et je me suis agenouillé près d'elle, enroulant mes bras autour de ses épaules tremblantes. Elle s'est intégrée à mon étreinte comme une pièce manquante, et je l'ai serrée fort. Je sais, ai-je dit dans ses cheveux, la voix rauque. Moi aussi, mais je suis là maintenant. Je reste. Elle leva les yeux, les larmes aux yeux, et je les essuyai du pouce. Je ne veux pas être ton prix, murmura-t-elle. Je ne veux pas choisir. Son cœur se serra à ces mots. Elle ne devrait pas avoir à choisir entre ses parents. Tu ne le seras pas. Je te l'ai promis. Tu ne le seras jamais. Tu n'es pas le prix. Tu es notre fille, et je me battrai pour que tu puisses redevenir une enfant sans avoir à choisir son camp. Elle me fixa du regard, cherchant dans mes yeux une promesse à laquelle elle pourrait se fier. J'acquiesçai lentement.
ça veut dire dîner ensemble, cinéma le week-end, tout ce dont tu as besoin pour te sentir en sécurité, je ferai en sorte que ça arrive. Elle cligna des yeux, comme surprise par la sincérité de ma voix. Même si je me trompe, demanda-t-elle d'une voix douce. Je souris, veillant à ne pas laisser couler les larmes. C'est alors surtout que la tension dans ses épaules se relâcha et qu'elle se pencha vers moi. Pendant un long moment, nous restâmes serrés l'une contre l'autre. Deux âmes bercées. La même tempête, cherchant un terrain stable dans les ruines d'un conte de fées. Elle se recula et s'essuya les joues. Merci, dit-elle doucement. Vraiment? Je la serrai dans mes bras. Toujours, lui dis-je. Toujours. Cette nuit-là, alors que je l'abordais dans son ancien lit chez ses grands-parents, je réalisais à quel point la confiance peut être fragile et à quel point elle peut être difficile à reconstruire lorsqu'on se montre présent pour quelqu'un encore et encore. Isla s'endormit, serrant ma main, respirant doucement et régulièrement. J'observais son visage dans la pénombre et fis le vœu de protéger ce morceau. Les contes de fées se fissurent, mais avec amour et honnêteté, on peut guérir ce qu'ils brisent et construire quelque chose de réel à la place. Je fermai la porte derrière moi et laissai le cliquetis de la serrure résonner dans le couloir vide. L'écho de mes propres pas me semblait étranger dans ce lieu que j'avais autrefois appelé chez moi. Chaque carreau, chaque tache de peinture, chaque couloir à peine entrevu contenait des souvenirs que j'étais déterminé à effacer. Il ne s'agissait pas de fuir. Il s'agissait de prendre le contrôle. J'ai bâti ma vie sur la précision et la planification. D'abord aviateur, puis entrepreneur en électricité, installant des circuits dans d'énormes structures industrielles. Il me restait maintenant une dernière installation à exécuter. Ma sortie. Mon téléphone vibra, un seul message de Julius Marcado, mon avocat. Tout est prêt. Compte gelé. Document rédigé. Appelle quand tu seras prêt. Pas d'émoji. Pas de politesse. Juste l'exécution. Je fixais l'écran, la lueur se reflétant sur mon front creusé de sueur. J'imaginais Julius dans son élégant bureau du centre-ville, cravate desserrée, lunettes sur l'arête du nez, penché sur des piles de documents d'entreprise tel un requin encerclant sa proie. Il était brillant, impitoyable, et exactement le genre d'allié dont j'avais besoin. J'appuyais sur « Appel » et m'appuyais contre la porte pour obtenir du soutien. « Malik », dit Julius d'une voix calme derrière une cloison d'acier juridique. Tout est en marche. Accès de Curin révoqué. Compte joint clôturé. Bénéficiaire mis à jour. Tu lui as même laissé $42 sur le compte courant commun, juste de quoi payer les courses, par jour. J'ai réussi à ricaner sans humour. J'ai calculé sa contribution cette année. Nous avons convenu que c'était équitable. Il a marqué une pause, puis a ri doucement. Juste et discipliné, tout comme vous. J'ai ressenti une vague de gratitude pour cet homme qui a navigué sur les mers grises du droit de la famille comme un capitaine de sous-marin. Maintenant vient la partie délicate, a-t-il poursuivi, la retirée des polices d'assurance, des adhésions, des assurances. Tout cela se termine demain matin. À midi, elle sera rayée de toutes les annonces liées à votre nom. J'ai fermé les yeux et j'ai salué. Le poids de ce que je faisais pesait sur ma poitrine. Mais en dessous, il y avait du soulagement. Chaque compte gelé, chaque autorisation révoquée était une pierre angulaire de ma nouvelle vie. Et la maison ? Ai-je demandé doucement. Une fois le divorce prononcé, tout est transféré. Elle recevra un avis, a-t-il répondu. Vous avez déjà réglé ce problème. Le transfert de propriété sera effectif dès le jugement. Elle aura 60 jours pour quitter les lieux. Nous avons fixé l'audience à la semaine prochaine. Mon pouce est accéléré au mot « audience ». Un tribunal ressemblait souvent à un théâtre, mais ici, c'était notre dernier acte de séparation. Je me suis redressé, les épaules droites. Merci, Julius. Il a répondu, ravi de pouvoir aider. Tu fais ce qu'il faut. Puis il a raccroché. J'ai baissé le téléphone et inspecté l'appartement. Le calme stérile d'un endroit vide d'amour, mais pas de potentiel. Les néons du plafond bourdonnaient comme pour signaler un nouveau départ. J'avançais comme un possédé, rassemblant des documents éparpillés sur le comptoir de la cuisine, factures, relevés, police d'assurance. Je découpais chaque section avec une efficacité impitoyable. Mes épingles cliquaient sur les enveloppes de signatures adressées aux banques, aux assurances, aux services publics.
Je m'assurais que le nom de Karine n'ouvrait plus de porte ni n'activait d'interrupteur. Je la détachais de chaque ordre permanent, de chaque prélèvement mensuel. J'étais fier de la symétrie de tout cela. Elle a versé $42. J'ai annulé 42 autorisations. Des comptes équilibrés m'ont redonné la raison. À midi, j'ai appelé la ligne d'assistance téléphonique antifraude de la banque. Pour être plus précis, je dois geler tous les comptes. Contactez-nous au numéro suivant. Je suis victime d'une fraude. Veuillez envoyer une confirmation écrite. La voix de la représentante de la banque hésitait derrière le protocole. Puis elle a cliqué sur les instructions. J'imaginais ses sourcils froncés devant mon cas, mais de son côté, j'ai entendu une réponse positive. Moins d'une heure plus tard, j'avais reçu des courriels confirmant l'arrestation pour accès, une trace écrite numérique qui me rendait insensible. Ensuite, je me suis attaqué au service public. J'ai appelé la compagnie des eaux, la compagnie d'électricité, le fournisseur d'accès au câble, l'opérateur Internet. Chaque appel ne prenait que quelques minutes, car j'avais tous les numéros de compte en main. Les représentants m'ont demandé des codes d'autorisation, des extraits de sécurité sociale, des dates de naissance. J'ai répondu sans émotion, récitant les faits comme une machine. Mon attitude professionnelle les a désarmés. Ils ont présumé de la bonne volonté. Au téléphone, j'ai révoqué le nom d'utilisateur de Curin, changé les mots de passe, mis à jour les coordonnées. Le temps de joindre la compagnie de gaz, j'ai reconnu le schéma. J'effaçais son existence avec un calme chirurgical. Puis je me suis connecté à nos comptes de streaming communs, musique, films, applications, et j'ai supprimé son adresse courriel. Je l'ai désabonné des livraisons de kits repas, des applications de fitness, du stockage cloud, de tout ce qui perturbait son téléphone ou son compte commercial. J'ai supprimé 29 abonnements en 20 minutes. Mon doigt planait sur une dernière entrée, un abonnement à un cours de yoga qu'elle s'était offert 3 mois plus tôt. Je marquais une pause, la main tremblante, mais je pressais le bouton « Résilier » car elle nous avait annulé en premier. En milieu d'après-midi, mon téléphone vibra, 2 SMS me parvinrent. L'un de ma banque confirmant la clôture des comptes joints, l'autre de l'agent d'assurance confirmant que je restais seul sur les polices. Je l'ai lu et, pour la première fois de la journée, je sentis ma poitrine se serrer. C'était comme si chaque protection juridique était un barreau sur une échelle me tirant hors d'un trou que je n'avais jamais demandé à creuser. Je m'assis au bord du canapé et passai mes mains dans mes cheveux. Mon esprit revint au jour de ma première rencontre avec Karen. Une tasse de café ébréchée à la main, un jean taché de peinture, les yeux brillants de possibilités. Nous étions jeunes, audacieux et certains de conquérir le monde ensemble. Je me demandais si elle se souvenait de ces matins, de ces promesses murmurées, de ces rêves qui semblaient à portée de main. Peut-être s'en souvenait-elle, et c'est peut-être pour cela que cela m'avait profondément blessé. Mais je me suis rappelé que la nostalgie était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. C'était la réalité, et la réalité imposait l'action. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti un petit carnet, ligné, solide, intact depuis la séparation. Je l'ai ouvert à une page blanche, j'ai décapsulé un stylo et j'ai écrit « Projet de sortie, jour 1 ». En dessous, j'ai noté des points clés, gel des comptes joints, révocation des bénéficiaires, retrait des polices d'assurance, transfert de propriété. Audience du 24 juin à 10h, soutien, ESLA, logement, thérapie, budget du nouvel appartement, fonds d'urgence, $20 000. J'ai réalisé avec satisfaction que je n'avais plus besoin de réfléchir. C'était l'exécution. Le dernier acte de ma disparition impliquait un dernier appel. J'ai composé Carla, ma belle-mère. Sa voix était imprégnée de ce tremblement de culpabilité familier. Malik, a-t-elle dit. Karen m'a dit, tu l'as interrompu. J'ai laissé le silence s'installer avant de parler. J'ai fait le nécessaire pour protéger mes biens et la stabilité de ma fille. Son souffle s'arrêta. Isla est saine et sauve. Votre appel déclenche 2 choses, dis-je. Premièrement, la confirmation. Je fais ce qu'il faut. Deuxièmement, la confirmation. J'ai besoin d'espace pour me concentrer sur ma fille. Les sanglots de Carla résonnèrent. Je comprends. Je suis désolé. J'expirai et raccrochai. Fini les embrouilles familiales. Fini les fenêtres par lesquelles Karen pourrait se faufiler. Je fermai le carnet et le posai sur la table basse, l'alignant parfaitement avec le bord.
Ces pages blanches contenaient le plan du prochain chapitre. Et contrairement au précédent, celui-ci, je l'écrirais seul et honnêtement. Le soir tombant, je traversais chaque pièce, visualisant comment nous allions avancer. Un canapé d'occasion pour les rires d'Isla. Des murs décorés de ses œuvres plutôt que des miennes. Une étagère remplie de ses romans préférés. Je m'imaginais préparer le dîner ensemble, parler de devoirs d'algèbre et de coups de cœur du collège. Le croque-monsieur et la soupe aux tomates de ce soir seraient le premier vrai repas de cette nouvelle étape, exempte de divorce ni de trahison. J'ouvris mon téléphone et appelai Julius une dernière fois pour la journée. Tout a l'air bien, dit-il après que je lui ai donné des nouvelles. C'est un peu. Reposez-vous. Vous l'avez bien mérité. Je le remerciai, puis raccrochai. Je m'assis, remontai mes jambes sur le canapé et laissai le silence m'accueillir. Pas de carton, pas d'équipe de déménagement, pas de trahison sous forme de presse-papier, juste le bourdonnement d'un réfrigérateur et la promesse d'un lendemain. Dans ce silence, je sentis une pièce fragile prendre racine. J'avais disparu de la vie que Karen et Lucas essayaient d'écrire pour moi. Et dans cette disparition résidait mon plus grand contrôle. Je réapparaîtrais comme l'homme dont Islan avait besoin, l'homme que je croyais être depuis toujours. Mon chapitre de la disparition était clos. Venait maintenant l'étape du retour. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête lorsque j'entrai dans la salle d'audience, mon costume impeccable et ma cravate ajustée, symbole de l'ordre auquel j'aspirais au milieu du chaos. Le banc se dressait devant moi, un édifice de bois solennel qui me séparait de Karen et de son avocat, mais aussi d'une vie qui me semblait de plus en plus surréaliste. Je portais un mince classeur rempli de documents, de relevés financiers, de titres de propriété, de contrats de garde, comme si, en les tenant, je pouvais remettre le récit en place. Ils avaient tenté de voler. Chaque pas vers l'avant de la salle résonnait sur le sol ciré, le son se mêlant au léger bruissement des papiers et au murmure des avocats préparant leur dossier. J'ai avalé ma salive et me suis assis, déterminé à garder mon calme. De l'autre côté de l'allée, Karen était assise, le dos droit comme un piquet, le visage figé dans un masque de travail. Lucas brillait par son absence. J'ai appris plus tard qu'il avait été excusé par son avocat pour non-pertinence. Tant mieux. Moins il y aurait de rappels de son intrusion, mieux ce serait. J'ai croisé le regard de Karine un instant, froid, distant, comme si elle observait quelqu'un jouer un rôle dont elle ne se sentait plus partie prenante. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai soutenu son regard et lui ai adressé un bref signe de reconnaissance. C'était réel. Le juge est entré, sa robe bruissante, et le silence est tombé dans la salle. Il a fait un signe de tête au greffier qui a lu le titre de l'affaire, Grant contre Grant, absolument. Mon cœur a fait un bond en entendant mon nom associé à celui de Curin dans un duel illégal. L'expression « absolument » semblait. C'était inquiétant. D'autres impliqués dans la dissolution de notre famille, étaient impliqués. Lorsque le juge nous a regardés, j'ai reconnu son regard bienveillant sous ses cheveux argentés, celui d'un homme habitué à peser le pour et le contre. Il a commencé par les formalités, l'identification de l'avocat, la confirmation de la notification et un bref aperçu de ce qui nous attendait. Mon avocat, Julius Marcado, s'est levé et a parlé avec une autorité tranquille, exposant les faits essentiels, nos 11 ans de mariage, la date de la séparation, le partage des biens et la question de la garde des enfants. Il a présenté un résumé concis qui m'a fait dresser le dos. C'était ainsi que je ressentais le contrôle. Méthodique, logique, à l'abri des bourbiers émotionnels. Il a présenté au juge un classeur contenant des actes de propriété prouvant que j'avais acheté la maison avant le mariage, des relevés de comptes de retraite illustrant des cotisations égales et des relevés bancaires retraçant les dépôts minimes de Curan sur des comptes joints. Chaque page tournée dans la main du juge semblait comme un clou enfoncé dans l'affirmation selon laquelle j'avais été l'unique soutien de cette vie. Lorsque Julius a terminé, l'avocate de Curan, une femme guindée, a eu raison de moi. Avec des spectacles nets et des arguments plus nets, se leva au compteur. Elle a parlé de la distribution équitable, de conjurer des phrases comme un actif matrimonial et des biens communautaires. Elle a fait valoir que les efforts de Curin en tant que femme au foyer et mère avaient contribué à une valeur intangible, une affirmation que je ne pouvais pas contester. Ces choses intangibles avaient en effet tenu notre maison ensemble, mais Julius l'avait prévu. Il a reconnu son rôle, mais a rappelé au tribunal que les contributions non monétaires ne se traduisaient pas automatiquement par un soutien au conjoint lorsque les revenus étaient presque égaux et qu'aucun abus ou négligence n'a pu être montré.
Il a clôturé en déclarant que Karen avait fait preuve de réclamation à un soutien au conjoint dans les dépôts initiaux et avait exprimé sa volonté de renoncer à toute réclamation à la Chambre en échange d'un règlement de grumeaux, la laissant libre de reconstruire sans enchevêtrement en cours. J'ai senti mon traction lent alors que le juge hochait la tête, absorbant les arguments. Il a traversé les documents murmurant parfois qui où je vois. Lorsqu'il a demandé directement à Karen si elle souhaitait maintenir une réclamation à la propriété ou au soutien à l'élimination, son visage s'est resserré. Je l'ai vu avaler, des lèvres pressées dans une fine ligne, et elle a répondu dans un petit voix, « Non, votre honneur. Je veux seulement ce qui est juste en vertu de la loi. » Cette phrase, « Qu'est-ce qui est juste en vertu de la loi ?» résonnant dans mon esprit. Juste ? Je me demandais si elle comprenait vraiment l'équité ou si elle ne cherchait que la neutralité pour éviter de paraître vindicative. Puis est venue la question de la garde. Nous avions convenu en dehors du tribunal qu'Islao vivrait principalement avec moi. Julius a répliqué en produisant une déclaration de la thème d'Islao, de l'attesting de l'angoisse pour le fait de faire du théropiste, de l'homérophie, de l'atteste la détresse émotionnelle qu'elle avait endurée à l'épisode de camion en mouvement. Karen a pris la parole, sa voix vacillant pour la première fois dans la procédure, et a dit qu'elle serait d'accord, à condition qu'elle puisse avoir des visites raisonnables et une prise de décision sur les questions médicales et éducatives. J'ai senti un remorqueur dans ma poitrine. C'était plus que juste. Le tribunal s'est retrouvé pour un bref déjeuner, et je me suis retrouvé dans un petit couloir à l'extérieur de la salle d'audience, les mains jointes derrière mon dos. Karine est apparue, flanquée de son avocat, et nos yeux se sont remis à nouveau. Cette fois, j'ai vu la vulnérabilité sous son défi, son incertitude, peut-être le chagrin. J'ai attrapé mon reflet dans une plaque en laiton poli. L'homme qui s'était battu de la trahison, dont la vie se trouvait dans des documents juridiques et des déclarations thérapeutes. Je me demandais si c'était qui j'étais devenu, une version d'entreprise de moi-même, en utilisant des contrats et des accords de garde pour maintenir ensemble un cœur en morceaux. À notre retour, le juge a rendu sa décision. Il a décrété que le titre de la chambre me transférerait dans 60 jours sans intérêt pour époux et a ordonné que Karen quitte les locaux par cette date limite. Il m'a en outre accordé la garde physique exclusive de l'ISLA avec Karen droit à des week-ends alternatifs, un soir par semaine, et à partager la prise de décision légale. Il a approuvé le paiement des lèvres à Karen, reflétant ses contributions et a rejeté toute réclamation à la pension alimentaire pour époux. Son ton a été mesuré, presque sympathique, reconnaissant que le divorce était souvent le remède le moins souhaitable, mais celui le plus conforme à la loi et à l'équité. Un soulagement m'a lavé, chaud et intense. J'ai senti la tension s'écouler de mes épaules. Karen ferma les yeux et expira de manière audible comme si elle et moi avions tous deux tenu notre souffle à travers la pire scène de nos vies. Le juge a demandé s'il y avait d'autres questions. Julius a indiqué non, et le greffier a déclaré la finale des ordres. C'était fait. Alors que le tribunal se brisait et que les gens se sont répandus, je me levai lentement et m'approchai de Karen. Il y avait des mots sur mes lèvres, des excuses peut-être ou des remerciements pour la civilité. Mais le silence entre nous était trop brut pour les mots. Elle me regarda, les yeux rouges, et j'ai hoché la tête vivement. « Prenez soin de vous, dis-je tranquillement. » Elle hocha la tête une fois, se tourna et s'éloigna, ses talons cliquant contre le marbre. Je l'ai regardée partir, une partie de moi voulant la rappeler pour rejeter le gouffre que la loi n'avait que formalisé, pas guéri. À l'extérieur du palais de justice, l'air se sentait tranchant avec la chaleur de juin. Je suis entré au soleil, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé sa chaleur s'installer sur mon visage. J'ai pensé à Isla, de la stabilité que je proposerais maintenant, des dîners que nous partagerions dans sa nouvelle salle, les séances de devoirs, les soirées cinéma. J'ai pensé à ma maison vide en attendant d'être remplie de rire plutôt qu'à un litige. Julius m'a applaudi sur l'épaule, brisant ma renommée. « Vous avez fait du bien aujourd'hui, » a-t-il dit. « Vous avez tenu votre terrain sans perdre votre humanité. » J'ai réussi un petit sourire. Il m'a remis une copie du décret final. « Gardez cela en sécurité, » a-t-il dit. « C'est le fondement de votre nouveau départ. » J'ai pris le décret dans ma veste et j'ai expiré. La salle d'audience avait été froide, stérile, détachée, nécessaire. Mais à l'extérieur, la vie attendait. Il y aurait des emballages après les 60 jours, en déménageant, en installant une nouvelle table de cuisine, en distribuant des paiements de pension alimentaire pour enfants. Il y aurait des échanges de garde dans les maisons des grands-parents, les soirées pyjama, les ajustements. Il y aurait de longues soirées quand Islao et moi avons parlé des espoirs et des peurs,
empâtronnant les fissures que le conte de fées avait laissées. J'ai levé les yeux vers le ciel, une toile bleue pâle sous l'éblouissement du soleil, et j'ai senti une fierté silencieuse. J'étais entré dans la salle d'audience en tant qu'homme sur la défensive et émergé en tant qu'homme en agence. Les paroles du juge avaient scellé notre sort, mais ils avaient également soulevé un poids de ma poitrine. Karen avait sa liberté, et j'avais le mien, et Isla avait les deux parents, bien que dans de nouveaux rôles. Alors que je m'éloignais, le palais de justice se retirant derrière moi, j'ai réalisé que les pièces les plus froides pouvaient conduire aux nouveaux débuts les plus chauds. Le conte de fées a peut-être craqué, mais à partir de ses éclats, je pouvais forger une vie d'honnêteté et de respect. Et cela, j'ai juré, était une histoire qui mérite d'être construite. 2 semaines se sont écoulées dans un jour de travail et de paperasse, mais rien ne semblait aussi urgent que l'appel téléphonique que j'ai reçu mardi matin humide. J'étais à mi-chemin en calibrant un transformateur lorsque mon téléphone a bourdonné dans ma poche. Un texte de Carla, la mère de Curran, débordant de panique. Isla ne mange pas. Les notes glissaient. Pouvez-vous m'appeler? Mon cœur a gêné et j'ai essuyé de la graisse de mes mains sur mon jean avant de se précipiter pour trouver un coin calme. Le numéro de Carla a de nouveau clignoté. Elle parle à peine. Continue de demander quand vous reviendrez. Elle est tellement fragile. J'ai laissé tomber mes outils et sprinté au bureau latéral. Mon contremaître haussa un sourcil alors que je faisais irruption, respirant fort. Tout va bien? Il a demandé. J'ai avalé, forçant la stabilité à ma voix. Urgence familiale. J'ai besoin d'y aller. Il hocha la tête et couvert pour moi d'un bouclé. La famille vient en premier. 2 minutes plus tard, j'étais dans mon camion, des pneus grinçant alors que je passais dans le parc industriel, en faisant bouger les paroles de Carla. Ma fille, mon enfant, s'effondrait et je n'avais pas été là pour l'attraper. Au moment où j'ai atteint la maison de Roy et Carla, ma poitrine ressemblait à un battement de culpabilité. Carla m'a rencontré à la porte, les yeux rouges, les cheveux lâches autour de ses épaules. Elle m'a étreint farouchement. Dieu merci, murmura-t-elle. Elle est dans sa chambre. Je l'ai suivie à travers le salon sur des jouets dispersés par le stand de télévision et un escalier étroit jusqu'au sanctuaire d'Isla. La porte se tenait un bocal, la lumière de la lampe douce se répandant sur un tas de couvertures sans maturité. À l'intérieur, elle était assise enroulée sur sa courte pointe rose et grise, des genoux tirés vers sa poitrine, les bras enroulés serrés. Ses cheveux étaient indispensables et son uniforme scolaire pendait mou sur son petit cadre. Elle avait l'air d'avoir rétréci au cours de la quinzaine passée. « Je suis là, dis-je doucement, fermant la porte derrière moi. » Sa tête se releva, les yeux brillants de larmes non lasses. Elle a essayé de sourire, mais ça tremblait. « Salut, papa, murmura-t-elle. » Les mots étaient trop grands pour une si petite voix. Je me suis agenouillé au pied de son lit, posant mes mains sur mes genoux. « Ça va ?» demandai-je, ton doux. Elle détourna les yeux, se mordant la lèvre. J'ai remarqué le sandwich à moitié conçu sur sa table de nuit, froid et intact. La lumière de la compréhension m'a frappé. Elle ne pouvait pas manger parce que son cœur était brisé. Elle se déplaça sur le matelas, serrant ses genoux. Maman m'a dit que si j'avais dit quelque chose, elle m'envoyait à l'internat. Sa voix atteignait. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de moi dans sa nouvelle vie. Les mots m'ont frappé comme des éclats gelés. J'ai senti que mes paumes allonguaient moi-même. Chérie, j'ai commencé. Voix instable. Elle avait peur. Elle a fait un mauvais choix. Elle tressaillit à mes mots, tirant la courte pointe plus serrée. Vous avez aussi peur parfois, j'ai continué. Mais tu me parles. Vous ne construisez pas de murs qui empêchent les gens de sortir. Ses yeux brillèrent. Je pensais que si je restais silencieux, elle aimerait sa nouvelle vie sans moi. Elle expila tremblante. Je voulais juste qu'elle soit heureuse. Ma poitrine a réussi à sa vulnérabilité. Je me rapprochai, laissant mes jambes pendre sur le bord du lit. Sans réfléchir, j'ai balayé ses cheveux de côté et je lui suis brossé la joue avec mon pouce. Tu es mon monde, Isla. Votre bonheur ne concerne pas qui elle choisit d'aimer. Il s'agit d'avoir la liberté d'être vous-même. Ses larmes se sont renversées librement et elle posa sa tête sur mon épaule, appuyant toute la blessure du mois dernier dans ma colonne vertébrale. Je l'ai tenue, se balançant légèrement, bourdonnant notre air au coucher il y a des années. Et cette mélodie exerçait toutes les promesses que j'ai jamais faites. Protéger, fournir,
aimer inconditionnellement. Quand son sanglot a ralenti, je levai doucement son menton pour regarder dans ses yeux. Je suis vraiment désolé que vous vous soyez oublié, ai-je dit. Je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. Je te le promets, je ne partirai pas. Elle cligna des yeux vers moi, fouillant mon visage comme si elle vérifiait mon cœur. Puis elle sourit, une petite chose fragile comme la première lumière de Dawn. D'accord, dit-elle, la voix est étouffée contre ma chemise. D'accord. Cet après-midi, nous nous sommes assis ensemble à la table de cuisine de Carla. Je nous ai fait des sandwichs au beurre d'arachide et au miel, son nouveau favori, et j'ai versé de la limonade dans des verres incompatibles. Elle sirota lentement, les joues en tremblant. Maman a appelé pendant que tu étais ici, dit Carla, voix douce. Elle voulait te parler. Isla se raidit. Je lui ai jeté un coup d'œil, puis je levai une main. C'est bon. Je vais lui parler. J'ai excusé Carla et elle s'est glissée dans son salon. Je coule sur la chaise à côté de ma fille qui m'a regardé avec un regard gardé. J'ai composé le numéro de Curin et j'ai tenu le téléphone à mon oreille. Sa voix était prudente, mesurée. Malik, a-t-elle dit. Karine, il s'agit d'Isla. J'ai commencé. Mes paroles étaient délibérées. Elle ne mange pas. C'est notre chute. Elle a peur parce que vous avez menacé de la renvoyer. Silence crépit sur la ligne. Tu ne peux pas lui faire ça, dis-je doucement. C'est un enfant. Elle a besoin de ses deux parents, même si vous avez mal. Sa voix trembla. Je ne voulais pas. Alors non, je suis interrompu doucement. Elle a besoin que tu sois sa mère, pas quelqu'un qui pend les menaces. Je l'emmène en thérapie la semaine prochaine. Vous êtes invité à vous joindre, mais vous ne pouvez pas l'utiliser comme effet de levier. Elle soupira, un bruit de regret. Tu as raison, chuchota-t-elle. Je suis désolé. J'ai inspiré un souffle tremblant. S'excuser est un début. Mais elle a besoin de savoir que vous ne l'abandonnerez plus. Oui, a-t-elle dit. Je ne le ferai pas. J'ai raccroché et j'ai regardé Isla. Elle tenait le téléphone à son oreille, sa confusion et son soulagement se mêlant aux yeux. J'ai tendu la main et lui ai pris la main. Elle a dit qu'elle ne vous renvoie pas. Je lui ai dit, et elle ira en thérapie avec vous. Isla expira, un soulagement se lavant sur son visage. Elle posa le téléphone et appuya à nouveau sa tête contre mon épaule. Merci, papa, murmura-t-elle. Merci d'être venu, je pressai un baiser contre son temple. Toujours, dis-je. Tu n'as pas besoin de porter ses choix. Tu n'es pas oublié. Ce soir-là, alors que nous retournions dans mon appartement, j'ai souligné l'horizon changeant, les grues soulevant des poutres en acier, la promesse de nouveaux bâtiments s'élevant de l'eau poussiéreux. Regardez ça, dis-je. Ils construisent quelque chose de plus fort qu'auparavant. Isla sourit et se blottit dans son siège d'auto. Tout comme nous, a-t-elle demandé. Je la regardais à travers le miroir. Ses yeux brillaient d'espoir. Exactement comme nous. Et à ce moment-là, je croyais que nous pouvions reconstruire de la place par pièce, cœur par cœur, forger une maison des fragments de notre conte de fées fissurés, ancrés d'honnêteté, de résilience et de notre lien incassable. J'ai déverrouillé la porte de mon nouvel appartement et j'ai fait une pause dans l'entrée, respirant l'odeur de peinture fraîche mélangée à des échos persistants de ma vie passée. La disposition était modeste. 2 chambres, un salon combiné et une salle à manger et une petite cuisine. Mais cela semblait vaste par rapport au vide que je portais dans ma poitrine. Je mets ma boîte à outils près du placard et je me tournai pour trouver Isla debout au centre de la pièce, les bras pliés, les yeux écarquillés avec une anticipation prudente. Bienvenue à la maison, dis-je, voix douce. Elle a offert un sourire provisoire en retour, le premier vrai que j'avais vu en quelques jours. Ce sourire ressemblait à une promesse. Ici, nous construisons à nouveau. Nous avons passé l'après-midi à transporter des boîtes dans le couloir étroit. Ces fournitures d'art, mon ancien sac de boucher de l'Air Force, les vêtements que nous avions tous deux dépassés. Chaque boîte que nous avons déballée ressemblait à une petite victoire sur le chaos Karen et Lucas avaient déclenché. Interrogé. Je l'ai regardé étendu sur le sol de sa chambre, esquissant une sirène glissée à travers les vagues. Son crayon caresse confiant. J'ai senti ma poitrine chaude. C'était de la récupération de l'espace, de la récupération de soi. Alors qu'elle dessina, j'ai assemblé une petite étagère dans le coin,
en montrant chaque étagère jusqu'à ce qu'elle recule droite et forte. J'ai placé une rangée de ses romans préférés sur l'étagère supérieure et de la place de gauche pour de nouvelles découvertes ci-dessous. J'ai imaginé que ses amis visitaient, en basculant les volumes alors qu'ils coulaient dans le sac de haricots que j'avais prévu d'obtenir. À chaque vis serrée, j'ai senti que l'inertie de la solitude desserrait sa poignée. Au cours de la semaine prochaine, j'ai introduit la structure. Dîners familiaux à 6 ans, pas de téléphone à la table. Nous avons fait un jeu de nommage de nos jours et de nos points bas. J'ai admis que mon bas avait perdu la maison que j'ai construite. Elle a avoué que le sien avait été le jour où maman ne s'est pas présentée à l'école pour la journée des parents de l'enseignant. Nous avons ri de la façon dont nos bas ont offert un aperçu de ce que nous apprécions le plus, la maison, la présence, le soutien. Noah comprenait le premier Aislao sur un test de mathématiques et ma promotion pour diriger le chef de projet dans une nouvelle installation. Nous avons grillé avec milkshake et clignotant, savourant ce petit rituel de normal. Un après-midi, Nia est passée avec son sourire émoussé signature et un pot géant de riz jalof. Elle est entrée, a interrogé l'appartement à moitié déballé et a déclaré « a besoin de plus de coussins ». Elle a drapé des oreillers à travers le canapé et a rebondi sur un, testant ses peluches. Là, dit-elle, satisfaite. Je l'ai présenté à Isla, qui a rayonné pour rencontrer la femme que papa ne sortait pas, mais je faisais confiance. Ils ont échangé des insultes simulées. Islao l'appelle une éponge amusante grincheuse, et Nia menaçant de lui pincer les oreilles jusqu'à ce qu'elle se comporte. Je les ai regardés rire côte à côte sur le canapé parsemé d'oreillers et j'ai senti la tension dans mes épaules faciliter la facilité. L'amitié, je me suis rendu compte que je n'avais pas visé à combler un vide, mais j'ai offert un doux coup de pouce à la personne que vous pourriez devenir. Ce week-end, dans le cadre de notre reconstruction, j'ai emmené Isla dans une friperie pour trouver des cadres photos incompatibles. Nous avons parcouru des allées de céramiques ébréchées et de disques vinyles fanés jusqu'à ce qu'elle trouve un ensemble de 8 cadres en bois, imparfaits pour chaque portrait de famille que nous ayons jamais pris. Elle les a bordés sur le mur du couloir. Le mariage, son annonce de naissance, le temps que nous portons tous des costumes assortis pour Halloween. Enfin, elle a placé un cadre vierge à la fin. Pour l'avenir, a-t-elle dit, le glissant en place. Je l'ai serré dans ses bras par derrière, sentant ses petites épaules appuyées dans ma poitrine. Pour nos nouveaux souvenirs, j'ai murmuré. Elle hocha la tête, puis attrapa ma main et me tourna. Une nuit, alors que le clair de lune filtrait à travers des rideaux transparents, je me suis retrouvé dans la chambre d'Isla en lui apprenant comment souder un circuit imprimé de base. Une compétence que j'avais perfectionnée pendant des années d'installations industrielles. Nous avons construit une petite lampe LED ensemble, des fils se tordant sous nos doigts alors qu'elle tenait les composants stables. Quand elle s'est allumée, baignant la pièce dans une douce lueur, elle sourit comme si elle venait de déverrouiller un secret. J'ai ébouriffé ses cheveux, fierté fière dans ma poitrine. Vous voyez, vous pouvez créer léger aussi. Elle m'a regardé, ce rire familier dansant dans ses yeux. Cela m'a ensuite frappé que la reconstruction ne concernait pas seulement les murs et les meubles. Il s'agissait de favoriser la croyance en nous-mêmes. Dans les semaines qui ont suivi, nos routines ont pris un rythme réconfortant. Le samedi matin signifiait des crêpes et des dessins animés. Le dimanche après-midi était destiné à construire des ensembles Lego dans le salon. Je l'ai entraînée à travers un projet scolaire sur les énergies renouvelables, et elle m'a interrogé sur la différence entre la tension et l'ampérage comme si elle testait ses propres progrès. Parfois, nous nous sommes disputés sur le coucher ou le temps d'écran, mais nous nous sommes toujours terminés par une trêve, généralement sur un dessert partagé. Chaque argument m'a rappelé que la guérison nécessitait une friction. Cela a prouvé que nous étions investis pour faire les choses correctement. Un soir, j'ai trouvé un vieil album photo corrodé par le temps sur une étagère dans ma chambre. La couverture a lu la famille 2010 à 2018 à Goldleaf. J'ai appelé East Lyon et nous nous sommes assis sur le lit en feuillant les pages de photographies jaunies. Notre gâteau de mariage. Son premier sourire, l'arbre de Noël, elle a renversé. Des larmes se sont enfouies dans mes yeux alors que je la regardais rire de son tout petit. Elle me leva les yeux, expression solennelle. Je suis heureuse que nous puissions faire de nouvelles pages, a-t-elle déclaré. J'ai essuyé mes joues et j'ai hoché la tête. Moi aussi, dis-je. Elle se pencha contre moi et ferma les yeux. Merci de m'avoir donné une maison, murmura-t-elle. Cette nuit-là, après l'avoir glissé et éteint la lampe que nous avons construite ensemble. Je me suis tenu dans le couloir et j'ai interrogé l'appartement. Les murs portaient ses dessins et nos souvenirs encadrés,
le salon débordait d'oreillers et de livres, et l'air se sentait vivant avec possibilité. Dans le silence, j'ai réalisé que nous avions fait plus que de remplir un espace vide. Nous avions cousu nos vies ensemble, fil par fil de patients. Le conte de fées avait craqué, mais à partir de ces fragments, nous avions construit quelque chose de plus résilient. Une maison définie non pas par la perfection, mais par l'honnêteté, le rire et le lien incassable entre le père et la fille. Et comme je me suis révélé la lumière du couloir et fermé la porte, je savais que notre histoire était loin d'être terminée. Il entrait simplement à ce jour son chapitre le plus fort. Les portes de la salle d'audience se sont fermées derrière Karen. Et pendant un moment, je me tenais figé à l'extérieur. La lumière du soleil en fin de matinée brillant sur le sol en marbre comme si je me moquais de ma détermination. Ses talons s'éloignaient, faisant écho dans le couloir jusqu'à ce que seul le silence reste. Un silence qui avait le goût de cendre dans ma bouche. J'ai cligné des yeux contre la luminosité, chaque instinct criant pour moi de la poursuivre, pour mendier pour une déchiqueteuse de la femme que j'aimais pendant plus d'une décennie pour se battre pour nous. Mais la vérité s'est installée dans ma poitrine comme une pierre. Le chapitre que nous avions partagé était terminé, et elle avait déjà tourné la page. Cet après-midi-là, lorsque je suis retourné aux côtés d'Isla pour notre déjeuner d'anniversaire prévu au restaurant local, j'ai aperçu son reflet vacillant dans la porte en verre. Les cheveux blonds ont balayé une queue de cheval, ses yeux grands et fatigués, sa posture raide de tension. Elle agita avec hésitation, marmonna, me saluant par la fenêtre. Mon cœur s'est contracté. Les anniversaires étaient des rituels simples de gâteaux et de cadeaux. Cette fois même qui se sentait entachée par la connaissance que sa mère arrivera séparément, le cas échéant. J'ai poussé la porte et j'ai senti le crash de l'air chaud portant le péché des oignons de friture et du sirop sucré. Nous avons trouvé notre stand dans le coin et elle a étudié le menu comme s'il tenait des pièges cachés. J'ai attendu que la serveuse ait pris nos commandes. Pancake pour Isla, café noir pour moi avant de me pousser doucement la main. Et dis-je. Je sais qu'aujourd'hui se sent différent, mais je veux que vous sachiez que c'est toujours votre journée et je suis là pour chaque morceau. Elle leva les yeux comme scintillant de larmes non vitesse. Papa normal me manque, a-t-elle dit, la voix craquant. Je manque quand maman et tu chantais un joyeux anniversaire ensemble. Ofke mais fort. Ses épaules tremblèrent et j'ai atteint la table, lissant ses cheveux derrière son oreille. Ça me manque aussi, j'ai admis. Mais peut-être que nous pouvons faire une nouvelle normale, meilleure. Elle cligna des yeux vers moi et pendant un moment, j'ai revu sa petite fille, pleine d'espoir, confiante, imperturbable par les complications de la vie. Lorsque la serveuse est revenue avec ses crêpes, dorées et empilées haut, Isla ferma les yeux tandis que le sirop tirait sur les bords. Elle a pris une bouchée lente et délibérée et j'ai regardé son visage se ramollir de plaisir. C'était le premier véritable sourire que j'avais vu depuis des jours, et cela m'a donné le courage de dire les mots que j'avais pratiqués depuis la salle d'audience. Alors après le déjeuner, j'ai commencé. Je pensais que nous pouvions nous balancer près du parc et piloter ces cerfs-volants que vous avez choisis la semaine dernière. Ensuite, enregistrer peut-être un message vidéo pour grand-mère roi. Vous manque. Les lèvres d'Isla se courbèrent vers le haut et elle hocha la tête vigoureusement. D'accord. Nous avons mangé dans un silence compagnon, puis nous nous sommes glissés dans l'air d'automne vif, les cerfs-volants et la bobine à la main. Le parc était presque déserté, sauf quelques joggeurs et une paire de femmes âgées qui nourrissent des pigeons. Mes doigts brossaient une ésao alors que nous démédions la corde de cerf-volant autour de sa main, et j'ai ressenti une vague de protection familière. Quand elle a lancé son cercle les arbres environnants. Elle rit, tournant en cercle alors qu'elle courait, string traînant derrière elle comme une attache au rêve. J'ai également mis le mien en altitude, et les deux cerfs-volants ont dansé dans des arcs parallèles contre le ciel gris en acier. Mais même si je me délectais de la simplicité de ce moment, je ne pouvais pas secouer les paroles de Curant de la dernière audience, il a changé. Elle m'a dit que Lucas l'a frappé. Une confession a chuchoté dans le parking après que le juge ait rejeté notre affaire. Sa voix avait tremblé de trahison et d'incrédulité, enchaînée avec un regret trop tardif. J'avais regardé son petit cadre rétrécir sous le poids de ses propres choix, et une partie de moi avait voulu tendre la main et la retirer du rebord sur lequel elle était entrée. Au lieu de cela, j'avais regardé dans ses joues creuses et son expression plate et prononcé le mot qui scellait notre sort. Non, maintenant le vent a fouetté mon col, et je me suis souvenu de la façon dont notre mariage avait commencé dans une rafale de ferveur juvénile. Talk de fin de soirée sous les fenêtres ouvertes, les voyages en voiture sont cartographiés vaporisés, peigner les miroirs de salle de bain du motel, rire résonnant sur les autoroutes vides.
À l'époque, nous croyions à l'immortalité de nous. Mais au fil du temps, les murs de motel peints se sont estompés et notre rire est devenu une bande-son pour les routines quotidiennes, des réunions de PTA, des préparatifs de dîner, des factures payées à temps. Quelque part en cours. De route, la magie s'est dissoute dans le banal, et nous avons oublié comment nous surprendre. Lorsque Karen a réveillé de vieilles étincelles avec Lucas, c'était dans les ruines de ce que nous avons construit, pas dans les cendres de la dévotion. Je suis retourné au présent alors que Eslao m'appelait, pointant son cerf-volant, maintenant pris dans une branche haute. J'ai fait du jogging, du cœur battant et grimpé le tronc bas jusqu'à ce que je puisse atteindre l'enchevêtrement du nylon. Mes doigts ont travaillé avec une dextérité familière. Des années de fils de filetage et de câbles de guidage m'avaient appris la précision sous pression. Le cerf-volant est tombé dans mes mains et je l'ai remis à elle triomphalement. Elle jeta ses bras autour de moi, son rire un baume contre mon persistant chagrin. « Merci » murmura-t-elle en descendant l'arbre. J'ai enroulé un bras autour de ses épaules et nous nous sommes dirigés vers le banc où nous avions quitté nos vestes. Le soleil de l'après-midi a plongé sous l'horizon, tournant le ciel un violet meurtri. Je l'ai tenu prêt. « Vous êtes les bienvenus » dis-je doucement. « Tu m'as toujours. » Alors que nous faisions nos bagages pour partir, j'ai interrogé le parc une dernière fois. Les cerfs-volants que je tenais semblaient ordinaires maintenant, des brins de bois et de nylon battus par le vent. Mais pour moi, ils étaient des symboles de résilience, la preuve que même dans un ciel fracturé, la beauté pouvait encore augmenter. En rentrant chez moi, j'ai jeté un coup d'œil à ma fille sur le siège passager, les yeux tombants de contentement. J'ai réalisé que si les contes de fées pourraient s'effondrer sous le poids de la réalité, les gens qui leur survivent pourraient forger quelque chose de plus fort, un lien qui n'est pas né de perfection, mais d'une force partagée face au chagrin. Cette nuit-là, après avoir couché la lignette au lit, je me suis attardé dans sa porte et je l'ai regardé s'endormir. Sa poitrine se leva et tomba dans des rythmes réguliers, et la douce lueur de la lampe que nous avions construite ensemble projette des ombres douces sur le mur. J'ai pensé aux excuses fragiles de Curran, comment elle avait revendiqué le regret. M'a manqué, je voulais réessayer, et j'ai compris pour la première fois que le pardon ne signifiait pas les retrouvailles. Certaines portes, une fois soudées fermées par trahison, doivent rester fermées pour la guérison pour commencer. J'ai éteint la lumière et fermé la porte tranquillement, laissant l'obscurité s'installer à sa place. Dans le vide du couloir, j'ai ressenti le poids de ce que nous avions perdu et la promesse de ce qui nous attendait. Les ruines de notre conte de fées étaient dispersées dans la poussière. Mais à partir de ces fragments, je construisais une vie fondée sur l'honnêteté, le respect et l'amour inébranlable que j'avais pour ma fille. Et quand le matin est venu, je ne le mettais pas en tant qu'homme brisé par la trahison, mais en tant que père déterminé à transformer ces ruines en fondement de quelque chose de réel et de durcissement. La lumière du matin a filtré à travers les rideaux alors que je plongeais dans la cuisine. Café à la main et anticipation silencieuse dans ma poitrine. L'appartement je me sentais différent maintenant, plein plutôt que creux, chaud plutôt que froid. J'ai trouvé Isla dans le petit bar de petit déjeuner, cuillère sur un bol de céréales, ses cheveux doivent mais ses yeux brillants. Matin, champion, dis-je doucement. Elle leva les yeux et sourit. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la paix n'était pas un seul instant, mais 1000 petits se sont enfermés ensemble. Nous avons parlé de cuillère de granola, de son enthousiasme à propos d'une présentation de l'histoire, de mon plan de reproche de son rapport de thérapie plus tard dans la journée. Notre conversation a coulé facilement sans le courant sous-jacent de la peur ou du ressentiment qui nous avait suivis pendant des mois. Elle a ri quand j'ai tenté une blague de papa, un jeu de mots maladroit sur l'électricité, et j'ai ressenti cette vieille étincelle de joie que j'avais pensé perdue. Après l'école, je me suis rendu sur le site du projet pour une inspection de sécurité de la sécurité. Mon équipage m'a accueilli avec un signe de tête. Aucune force ne sourit, juste un véritable respect. Le travail était redevenu mon sanctuaire, un endroit où les compétences et le dévouement comptaient plus que le drame personnel. J'ai marché parmi les poutres en acier imposantes, le presse-papier à la main, fredonnant tranquillement. Le bourdonnement des machines était étrangement réconfortant, un rappel que les systèmes peuvent être reconstruits plus forts après l'échec. À midi, je suis entré dans mon camion pour prendre un appel vidéo avec Karen. Elle sonnait mieux, humiliée, réfléchissant. Elle a posé des questions sur les progrès d'Eslao en thérapie. Vraiment inquiet, je l'ai mise à jour sur l'amélioration des notes et moins d'épisodes d'anxiété. Pendant un moment, j'ai vu la femme que je connaissais autrefois, le partenaire qui se souciait profondément du bien-être de notre fille. La culpabilité clignota dans sa voix alors qu'elle s'est excusée à nouveau pour le passé.
Je l'ai remercié et fermé l'appel, conscient que le pardon n'a pas obligé à oublier. Ce soir-là, Roy et Carla se sont arrêtés avec des restes de leur souper du dimanche. Roy me tapota l'épaule. « Tu as bien fait, mon fils, dit-il. » Carla m'a serré dans ses bras et a admis qu'elle avait eu tort de se séparer trop rapidement avec Karen. Les couches de vieille culpabilité se décolvèrent dans leurs yeux, remplacées par l'appréciation et le respect. Nous avons partagé un repas simple à ma table de cuisine récupérée, des rires s'élevant entre les clinques de couverts. Plus tard, j'ai glissé la lignette au lit. Elle a tracé les lignes de la lampe que nous avons construite ensemble. « Je me sens en sécurité maintenant, murmura-t-elle. J'ai embrassé son front. Toujours de retour dans le salon calme, je coule dans le canapé et laisse le poids de la semaine s'installer. Pas de camion en mouvement, pas de bataille d'audience, juste le pouls régulier d'une vie que j'ai choisie. J'ai ouvert mon ordinateur portable et écrit dans mon journal. Aujourd'hui, la paix ressemblait à la respiration normalement pour la première fois depuis des mois. Je l'ai fermé, posant ma main sur le couvercle frais. À l'extérieur, les lumières de la ville brillent contre le ciel nocturne, et je ressentais un calme que je ne connaissais jamais. Preuve que d'après les décombres de la trahison, on pourrait cultiver l'espoir. Un nouveau type de paix, j'ai réalisé, n'était pas l'absence de conflit, mais la présence de résilience, d'amour et de confiance tranquille en demain. L'air du matin était croustillant alors que je monte sur le porche avec mon café. Le rire d'Ella dérivant de la fenêtre de sa chambre pendant qu'elle